faculté des lettres. Oui, oui. Oui. No, sono stata io, ho attivato la registrazione, tutto a posto, continuate, spiega. D'accord. Donc, enseignant-chercheur à la faculté des lettres, des arts et des humanités de la Manouba. Donc, j'ai publié quelques articles sur l'histoire et l'archéologie de l'Afrique du Nord. Et je suis co-éditeur de 3 ouvrages, dont 2 qui se rapportent directement à notre sujet, qui sont devant vous, donc les pages de garde. Mines et carrières en Afrique du Nord, de l'Antiquité à nos jours, publié en 2021, et un deuxième qui s'intitule De Carthage à Carthagène, bâtir en Afrique et en Ibérie durant l'Antiquité, paru en 2022 également. Donc, le titre de notre cours est le suivant: matériaux et techniques de construction des monuments publics en Afrique romaine. Quelques références bibliographiques que vous voyez sur l'écran. Donc, Jean-Pierre Adam, La construction romaine, matériaux techniques, Paris 1984. Bruno, Urbanisme et architecture, Paris 1996. Kania et Chabot, Manuel d'archéologie romaine, tome 1, les monuments, décorations et des monuments, 1916, à Paris. Donc, Genovese, dictionnaire méthodique de l'architecture grecque et romaine, 1999. Grenier, manuel d'archéologie gallo-romaine, 1931-1960. Et bien sûr, l'ouvrage référence de l'ingénieur Vitruve, De Architectura, publié et établi plusieurs fois, dont la plus connue est celle de Pierre Gros, qui n'est pas toujours disponible. Personnellement, j'utilise le site de Philippe Rimaclé, dont voici le lien. Donc, pour les quelques, donc il y a également je cite quelques ouvrages et articles. Gabriel Camps, aux origines de la Berbérie, monuments et rites funéraires, photo historique, Paris 1961. Ferchi, architecture romaine de Tunisie, l'ordre, rythme et proportion, 1995. Ferchi également, on a des décors architectoniques, l'Afrique proconsulaire, 3e avant, 1er après, 1989. Naidi Ferchi, recherche sur le décor architectonique de la région de Segermes, Africa Proconsularis Regional Studies in the Segermes Valley, North Tunisia, Copenhague 1995. Ferdière, Alain Ferdière, un ouvrage collectif intitulé La construction, publié en 1999. Paul Gauclair, les monuments historiques de la Tunisie, les temples païens, tome 1. Pierre Gros, l'architecture romaine, tome 1, les monuments publics, Paris 1996. Nordin Harazi, les chapiteaux de la grande mosquée de Kérouan, 2 volumes, paru à Tunis 1922. Et Hélène Geoffroy, La construction publique en Italie, en Afrique romaine, paru à Strasbourg 1996. Donc, le sujet dont on va parler relève de l'architecture
qui se définit ainsi. Donc l'architecture, c'est l'art de construire des édifices selon des proportions et des règles déterminées par leur caractère et leur destination. Exemple, architecture religieuse, civile et militaire. Architecture industrielle, art de construire des usines, des matériels industriels complexes. Architecture navale, art de construire des vaisseaux, dispositions, ordonnances, style d'un bâtiment. De toute cette discipline, les composantes de cette discipline, nous nous intéressons aux matériaux et aux techniques de construction et plus précisément à l'un des matériaux largement employés en Afrique proconsulaire, comme ailleurs. Effectivement, de toutes celles qui ont passé par l'Afrique du Nord, la période romaine a bien marqué le paysage aussi bien par la quantité que par la qualité des vestiges archéologiques. Ces vestiges que 20 siècles, plus de 20 siècles, n'ont pas pu les altérer, sont en très grande partie le produit d'un couple parfaitement complémentaire qui réunissait la conception et la réalisation. Il s'agit des matériaux utilisés et des techniques adoptées dans la construction. En Afrique, comme dans beaucoup d'autres provinces, ce sont surtout les édifices publics qui ont résisté aux effets du temps et sont les mieux conservés que les autres types de monuments. Ils se distinguent par la grandeur et par leurs vestiges encore bien remarquables aujourd'hui. À Carthage, par exemple, le plan est devant vous, ce sont surtout les citernes de l'algue. Donc, voilà. Donc, ce sont surtout donc, les citernes de l'algue, les thermes dont on a, le théâtre, l'amphithéâtre, ce que vous voyez ici sont les vestiges de l'amphithéâtre, sont encore bien visibles ou bien perceptibles aujourd'hui. À Douga, c'est surtout le temple du Capitole que vous voyez devant vous dans cette image, le théâtre, les thermes, les citernes et les temples qui sont encore visibles et bien conservés. À Sufès, Siba, ville sur laquelle j'ai préparé ma thèse de doctorat, 3 monuments sont encore en partie conservés. Les thermes, le nymphée, qui est là, c'est un vrai temple des eaux, et un ancien temple païen transformé en église, puis en mosquée, actuellement en ruine. Donc ce sont là 3 monuments seulement qui sont encore visibles sur le terrain. À Outina, c'est le Capitole
qui est là, les aqueducs, les citernes, donc le Capitole, l'aqueduc, les citernes, l'amphithéâtre, les vestiges d'un pont qui sont, donc voilà, donc des citernes, des thermes, un amphithéâtre, un pont et donc le temple du Capitole qui sont donc les monuments conservés dans ce site. À Thysdrus, enfin, donc à Thysdrus, c'est le Colisée, le célèbre monument de spectacle, le monument de spectacle mieux conservé à travers toute l'Afrique. À ce fait-là, c'est le Capitole, avec ses 3 temples. Et donc les arcs, comme l'arc de Dioclétien et l'arc de Forum, un pont également, et quelques églises sont donc les monuments. Donc les églises de ce fait-là sont installées à l'intérieur de la zone urbaine, ce qui pourrait indiquer qu'il s'agissait tout d'abord de temple païen transformé en église chrétienne. Fruit donc du phénomène de l'évangélisme de la part des notables des cités, particulièrement, ces monuments publics sont également attestés par l'épigraphie. Je vous montre ici un texte parmi les plus anciens de l'Afrique romaine, donc un texte qui provient de Corba, dans le Gabon, qui date de l'année 47, c'est-à-dire durant la guerre d'Afrique. Le texte, donc la pierre est maintenant conservée à Corubis même. Le texte donc est le suivant: Caius Considius Caefilius Longus Legatus Propraetore Publius Actius Publii Filius Varus Legatus Propraetore Murum Turres Posteicus Fossam Faciundum Quaerunt Titus Titifilius Vellina Tribu Prefectus. Donc, ce qu'on peut traduire ensuite. Donc, Caius Considius Longus, fils de Caius, légat propriétaire, et donc Publius Actius Varus, fils de Publius, légat propriétaire, ont entrepris de construire un rempart, des tours, des poternes et un fossé. Titus Titius, fils de Titus, de la tribu Vellina, étant donc préfet. Là, ce ne sont pas les exégètes, plutôt les notables de ville, mais ce sont donc les agents du militaire de l'État romain qui ont donc entrepris de construire ces monuments publics. Dans le présent cours, nous essaierons donc d'étudier les matériaux et les techniques de construction des édifices publics en Afrique du Nord, antique, romaine, en focalisant sur la pierre comme matériau essentiel, en la suivant depuis la première étape, à savoir la recherche de la pierre, donc c'est-à-dire à partir de carrière, jusqu'à l'opération du montage, passant par la taille,
et le transport. Nous évoquerons dans la seconde partie les différentes techniques de construction employant donc la pierre et nous consacrerons les dernières séances à l'étude de quelques cas d'exemples qui seront probablement programmés pour des visites lors de la formation pratique prochainement. Donc notre plan du cours sera composé de deux parties. Tout d'abord, la pierre, donc on va parler de la recherche de la pierre, des carrières, la taille de la pierre, le transport et la dernière opération, c'est donc l'opération de montage. En deuxième et dernière partie, nous parlerons des techniques de construction, c'est-à-dire l'assemblage ou le montage des matériaux signalés qui demandent une certaine connaissance qui va de la simplicité jusqu'à l'art de bâtir, l'architecture, le décor, etc. Bien sûr, si on trouvera donc le temps. Nous parlerons donc de la grande appareil, de petits appareils et des appareils donc mixtes. La construction donc est un phénomène qui remonte aux périodes très anciennes. Pour se procurer des matériaux de construction, l'homme a dû profiter de son milieu rural, naturel, pardon. En effet, on utilisait aussi bien des matériaux périssables comme les substances végétales que les matériaux durables comme la pierre. Donc, au début, comme je pense que vous connaissez, l'homme utilisait surtout pour l'habitat des matériaux périssables, ce qui explique qu'actuellement, si on parle de la Tunisie, on ne trouve plus les vestiges d'habitat qui datent de la période pré- et proto-historique. Par contre, on trouve des vestiges des monuments funéraires, comme les nécropoles mégalithiques. Donc, on se contentera donc dans notre étude de parler de la pierre en tant que matériau donc, de construction. Nous commençons donc par la recherche de la pierre. L'utilisation de la pierre en tant que matériau de construction commence dès l'aube du temps. On a commencé par le ramassage et la collecte des amas de pierres. Ces pierres de dimensions variables, recherchées en surface, au bord de la mer ou dans les lits des cours d'eau, sont les conséquences des écroulements et des accidents de terrain. Cette pratique continue à être pratiquée encore aujourd'hui dans certaines régions. Dans une seconde phase, et pour répondre aux exigences de l'architecture de qualité, on a eu recours à l'extraction. Donc, notez ici le passage de l'opération de ramassage, ce qui, c'est-à-dire ce qu'on trouve au niveau de la surface de la terre et qui est facile à utiliser tout de suite, à une opération beaucoup plus
compliquée, qui est l'opération de l'extraction. Comme pour le ramassage, donc l'extraction commençait par l'exploitation des affleurements rocheux au niveau de la surface. C'est avec cette phase qu'on a vu apparaître les carrières, qu'on appelle également en latin metallum au singulier, metalla au pluriel, et qui désigne aussi bien les carrières que les mines. Donc le terme metallum, metalla indique à la fois les carrières et les mines. La recherche de la qualité dans ce domaine a conduit les anciens non seulement à déterminer leurs matériaux de construction, mais encore à recourir même à l'importation, surtout pour les différents types de marbre. La qualité physique de ces matériaux était évaluée par les tailleurs de pierre en fonction de leur fermeté et leur résistance durant la taille. On les a classés en 6 groupes. Donc, ces matériaux, on parle du marbre. Donc, les 6 groupes sont les suivants. Donc, tendre, pierre tendre, très tendre, donc tenerissimo, ferme, demi-ferme, donc sodo, semiduro, dur et froide, duro et freddo. Donc, en plus du marbre de Carrara que vous connaissez, je pense, avec ces deux variétés, le lunense blanc et le luna gris-bleu, et le tramontin de Tivoli, les Romains importaient sous l'Empire les différents types de marbre qui sont les suivants. Donc, ici, je vais vous citer une liste des différents types de marbre importés des différents coins de la Méditerranée à l'époque romaine. Donc, bien sûr, le marbre de Chemtou, antique Cimitus, Tunisie. Donc, le marbre de Chemtou venait jaune, qu'on appelle marbre royal également, Marmorum numidicarum, dont les carrières se trouvaient en Afrique péninsulaire, au nord-ouest de Tunisie actuellement. Le marbre de l'île de Chio, une île grecque de la mer Égée, très proche de la Turquie actuellement, et se caractérise par sa couleur gris-bleu. Le marbre cipolin, le marbre veiné blanc-vert de l'île d'Eubée, grecque, une île grecque de la mer Égée, au nord de l'Attique. Le marbre de Filfila, près de Skikda, en Mauritanie césarienne et Algérie actuellement, c'est donc la couleur blanche. Le marbre de Lesbos, marbre blanc-jaune de l'île
Lesbos, une île grecque de la mer Égée. Le marbre de Paros, le marbre blanc intense de l'île de Paros, une île grecque. Le marbre de Pentélique, marbre blanc du mont Pentélique de la région d'Attique, qui est une région grecque qui se trouve dans les environs d'Athènes. Le marbre de Porta Santa, un marbre veiné polychrome, rouge-bleu, violet, noir, blanc, de Diassos, en Mésopotamie. Le marbre de Proconèse, très célèbre, surtout dans la région de Sahel, et surtout dans la région de Sahel, mais on le trouve partout dans l'Afrique proconsulaire, le marbre de Proconèse, donc un marbre blanc, veiné blanc-noir, gris parfois, de l'île de Proconèse sur la côte occidentale de l'Asie mineure. Le marbre des Pyrénées, blanc de Saint-Bénat, donc le mont Pyrénées est situé actuellement entre la France et l'Espagne. Donc, le marbre rouge Rosso Antico de Cap Matapan, de la Péloponnèse, en grec également, en Grèce. Le marbre de Tassos, blanc avec gros grains et provient de l'île de Tassos. Le marbre serpentin, vert de Thèbes d'Égypte. Bon, donc voilà, d'une façon générale, les différents types de marbre. Il y a également d'autres roches, d'autres types de roches qui sont importés également. Donc, il y a l'albâtre de Thèbes d'Égypte. Thèbes, c'est une ville, la capitale de l'Égypte. Le basalte noir, le basalte vert de la Haute-Égypte, le granit gris et le granit noir d'Aswan, également d'Égypte, le granit rose qui provient également d'Aswan, d'Égypte, le porphyre rouge qui provient d'Égypte, le porphyre vert du cap Matapan du Péloponnèse. Voici donc une liste, on va dire, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, mais c'est une liste qui présente les différentes marbres, donc les marbres les plus connus à l'époque, donc à l'époque romaine. Ceci dit, donc, il ne s'agit pas, donc, ces types de marbres, on ne les trouve pas tous en Afrique proconsulaire. Il y a des types qui sont beaucoup plus représentés que d'autres. Ceci dit, cette catégorie de pierres était considérée toujours comme un luxe. Et on a eu donc l'habitude d'utiliser, donc on utilisait souvent les pierres de production locale, soit le calcaire, sous ces différentes catégories et ces différentes formes. Donc en particulier donc le calcaire, donc de différents types. Remarquons ici que dans certaines régions, par exemple de la Tunisie actuelle,
comme dans l'Antiquité, comme la région du Sahel, ce type de roche, surtout le marbre, fait défaut. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas du marbre de bonne qualité. C'est pourquoi on a eu recours à la roche qui se trouve, par exemple, pour le région du Sahel, on trouve dans les monuments, utilisés dans les monuments antiques, que actuellement, on utilise le même type de roche qu'on appelle argiche. C'est une sorte de grès dunaire qu'on trouve sur les côtes, surtout sur les côtes. Par contre, à l'intérieur du pays, dans l'hôtel, principalement dans l'hôtel, on trouve voilà, différents types de calcaire de très bonne qualité. Parfois, on les classe actuellement parmi les marbres comme le marbre dit le marbre de Tel. C'est une roche de bonne qualité, c'est une calcaire de bonne qualité qui prospère actuellement dans notre pays et est considérée parmi les marbres. En ce qui concerne l'opération de l'extraction elle-même, il est conseillé, là vous voyez une planche que j'ai prise de l'ouvrage de Jean-Pierre Adam, La conception romaine, qui représente une carrière donc, antique. Donc, il est conseillé donc de commencer par éliminer la couche superficielle, la couche qu'on appelle découverte. Donc, on trouve, comme vous pouvez le remarquer, la première couche, la couche arable qu'on utilise pour essentiellement, actuellement, on l'utilise comme pour l'agriculture, arable, c'est-à-dire qui est une couche qui contient de la terre en particulier. Puis, la deuxième couche qu'on appelle la découverte, et à partir de celle-ci, commence, on peut trouver la pierre de qualité. Bien sûr, ce n'est pas la même qualité. Plus on se dirige vers le fond, plus on trouve une pierre de qualité. Donc, il est conseillé de commencer par éliminer la couche superficielle, recouverte de terre, dégradée par les facteurs climatiques et topographiques, et envahie par les végétaux appelés conventionnellement découvertes. Au-dessous de cette première couche, on trouve souvent une deuxième couche rocheuse qui est conseillée pour la fabrication des cailloux qu'on utilise dans le pavage, l'empierrement, le dallage. Puis, une fois la masse rocheuse destinée à l'extraction est mise à nu, le carrier, c'est-à-dire l'ouvrier qui travaille dans les carrières, peut commencer son travail d'extraction. Deux modes sont employés dans l'Antiquité. Donc, l'extraction par l'utilisation des fissures
et strates naturelles, et la protection par avage et usage de coin. La première méthode est la plus simple. Elle consiste à suivre les fissures naturelles, les strates et les niveaux pour déterminer le volume convenable. Puis, par l'insertion des coins métalliques et en exerçant des pesées de levier, le carrier peut détacher donc le bloc facilement. Dans l'absence des fissures naturelles, le carrier est obligé de suivre la seconde méthode, c'est-à-dire créer des rainures sur le rocher suivant la forme et les dimensions recommandées par le maçon ou l'architecte ou le bâtisseur. Ce qui permet d'économiser le matériau et de gagner beaucoup de temps pour la taille. Donc, regardons ensemble cette planche. Donc, ce que je répète, la première couche est dite la couche de la terre, des terres arables. La seconde, c'est la découverte. Puis, on a une exploitation en gradin. On voit le front de la carrière, le banc, donc, puis c'est la galerie. La galerie, c'est une des techniques d'exploitation de carrière. Donc, il faut creuser une galerie pour chercher une pierre de bonne qualité. Donc, on voit à l'intérieur l'ouvrier chargé d'extraire les pierres, donc qu'on appelle carrier, et il utilise bien sûr les outils que vous pouvez le provoquer vous-même, la SMI, massette, des coins qui sont là et qui sont en train d'extraire un bloc de forme quadrangulaire, et on voit derrière lui un pilier, donc une partie laissée pour soutenir le plafond, si vous voulez, de la galerie, et on voit d'autres ouvriers qui sont en train de faire sortir un autre bloc en utilisant des rouleaux en bois. Une technique parmi les techniques pour déplacer les volumes de ce genre. Donc, après le dégagement d'un parement, partie extérieure d'une pierre, d'un mur vertical ou un autre horizontal, l'ouvrier creuse donc des fosses sur tous les côtés du bloc prescrit, comme ici, pour pouvoir l'arracher. Au-dessous, en suivant une ligne stratigraphique naturelle, il est, donc on parle du carrier, contraint d'utiliser les points métalliques, cunei. En latin, on l'appelle les cunei, fossés à la masse, maï. À la masse, à la massette, donc masse, c'est beaucoup plus importante que la massette. Là, ce sont des outils, on reviendra après sur les différents outils utilisés dans
les carrières et aussi dans la taille de la pierre. Quand ces fissures deviennent assez profondes, il suffit d'exercer une pesée de levier ou de donner des coups violents sur l'un des coins pour détacher le bloc envisagé. On utilisait parfois des coins en bois. Les coins sont d'une manière générale métalliques, mais parfois on utilise des coins en bois conforcés dans les cavités préparées à l'avance, puis on les imbibait, ces coins en bois, on les imbibait d'eau et on le couvrait de chiffon mouillé, ce qui va produire une augmentation de volume de ces coins et par conséquent, le volume prescrit donc, sera donc détaché du reste de la roche. Donc, je vous montre ici des images de quelques carrières de Tunisie. Donc, je vais vous montrer donc, des carrières de la ville d'Atibiros, une ville qui se trouve actuellement à l'intérieur du gouvernorat de Kef, au nord-ouest tunisien, sur la voie Carthage-Est, la grande voie Carthage-Est. Ce que vous voyez ici, donc, une carrière antique. Donc, la ville est parmi les plus célèbres de la Tunisie grâce à des projets qui, donc, dont donc, des projets italo-tunisiens et hispano-tunisiens également. Donc, durant les années 2000-2014, si je me rappelle bien, donc elle a fait l'objet de plusieurs donc, projets d'études sur l'urbanisme, sur le tophet de la ville et également des monuments publics comme le théâtre et surtout les nécropoles proto-historiques de la ville. Donc là, vous voyez une carrière, une deuxième. Remarquez le type d'exploitation. Donc là, on a deux à la fois, une exploitation en gradin et là, une autre technique. Voici une autre carrière qui n'est pas trop loin de celle que nous avons vue il y a quelques instants. Une petite là, et elle est exploitée voilà, selon cette manière, donc on appelle exploitation en gradin. Voici les détails. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la place, le négatif, si vous voulez, de roches, de volume de la partie extraite, donc, qui a été donc, dégagée. Voilà une autre image de la même carrière. Donc, une deuxième carrière parmi les plus célèbres de la Tunisie, donc la carrière de marbre de Chamtou, une colonie julienne du nord-ouest tunisien, donc colonia Julia Simitu, connue surtout par les carrières de marbre de Chamtou, très célèbre parce qu'au début c'était une propriété royale et on a exporté les marbres de cette ville à Rome. On a trouvé des éléments d'architecture à Rome qui sont fabriqués par, donc, dans
taillé dans le marbre de Chamtou, très célèbre par sa couleur jaune veiné, jaune royal. Donc voici quelques photos de cette carrière et ce qui donne une idée sur le volume de la matière qui a été cherchée donc, dans cette carrière. À l'époque romaine, elle est devenue une propriété impériale et qui faisait partie d'un grand domaine, donc le domaine dit le Saltus Philomusianus. Et on va le voir après, chaque bloc préparé devait être inscrit donc, sur lequel on indique le nom de l'atelier et daté selon les noms des consuls avec un chiffre indiquant le numéro de ce bloc. Et il était donc, ce produit a été exporté soit par voie terrestre jusqu'à Tabarka, puis Tabarka jusqu'à Rome par voie maritime, soit par voie fluviale, donc à partir parce que la ville se trouvait au bord de la Majrada, donc Floumen, Majrada, donc voie fluviale. Donc on mettait des radeaux en bois sur lesquels on posait des blocs de marbre qui se dirigeaient vers l'embouchure de ce cours d'eau, près d'Utique, la ville que vous devez connaître, et d'Utique, donc par voie maritime jusqu'à l'Italie. Voici une deuxième image qui présente une des carrières les plus anciennes d'ailleurs de la Tunisie, la carrière d'El Hawariya, connue actuellement sous le nom de grotte d'El Hawariya. Et donc ces carrières datent de l'époque punique. Les produits de ces carrières étaient utilisés à Carthage même, probablement à Attique, parce que la même roche on l'a trouvée à Attique, pas loin de Carthage. Ces carrières fonctionnaient durant l'époque romaine également, donc ils fonctionnaient à l'époque punique, à l'époque romaine, et par la suite, surtout à l'époque moderne, ils ont été utilisés pour, comme prison des esclaves et des capturés, si vous voulez, d'opérations de piratage. Là, donc, puisque c'est une carrière souterraine, donc on était obligé de remonter les volumes depuis les puits qui ont été donc préparés dans cette carrière jusqu'aux surfaces en utilisant des machines que nous évoquerons par la suite, donc durant notre cours. Donc remarquez les techniques, d'abord la forme des carrières, les ouvertures qui se trouvent au niveau du sol, les outils utilisés pour donc remonter donc les blocs jusqu'aux surfaces, bien sûr, les ouvriers. Et de l'autre côté, vous voyez un autre puits voilà, qui se trouve pas loin du premier. Donc là, c'est une restitution de ces carrières. J'ai mis une photo, mais malheureusement, elle a disparu.
Donc, l'exploitation des... je ne sais pas si je dois continuer ou on peut peut-être discuter après, si vous permettez. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que j'ai dit ou il faut plus de précision sur quelques aspects. Est-ce que... j'attends vos remarques. Alessia, possiamo Habib, est-ce qu'on peut prendre une petite pause pour sì, monsieur? facciamo una pausa di 10 minuti. Donc, une petite pause de 10 minutes, si Mohamed, et on reviendra plus tard. Si les étudiants, bien sûr, avaient à poser des questions, je ne sais pas s'ils peuvent intervenir. Vous êtes là, nos étudiantes? Oui, monsieur, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Je crois que ça a été très clair ce que vient d'exposer Mohamed, Oui, c'est clair. notre professeur. Merci. Donc, 10 minutes et on reviendra. 10 minute. Ok, Una Habib, pausa. oui. A dopo. A dopo. A dopo. A dopo.
Alessia? Alessia? Sì, Habib, Oui, vous êtes là? tutto bene? Tutto bene. Possiamo continuare? Sì, sì, possiamo continuare. Ok. C'est Mohammed. Apparamente nostro professore non c'è ancora. No, ancora no. Sì. Aspettiamo donc un po'. Sì. Ah, eccolo. Ah, eccolo. Eccolo. Bene, bene. مرحبا سي محمد. Voilà, on va continuer. Désolé le retard. Ok. Non so se le studenti italiane Sì, sono sì, li ho bene. avvisati, Habib. Li ho avvisati che stiamo ricominciando. Ah, ok. Donc, on continue. Donc, si je vais essayer rapidement de résumer ce que nous avons déjà vu jusqu'à maintenant. On a dit que les vestiges archéologiques encore visibles sur le terrain sont, donc pour l'Afrique du Nord, on a un riche patrimoine archéologique en dur, construit en guerre, presque 200 villes pour la seule proconsulaire, plus que 500 villes pour toute l'Afrique du Nord antique, 200 villes pour la seule proconsulaire, plus que 30 000 sites archéologiques, donc toute période comprise, mais la plupart datent de la période antique, donc et proto-historique, sont conservés parce que en partie, donc, il est utilisé le matériau qui dure dans le temps, à savoir la pierre. On a dit que une grande partie de ces sites présentaient des monuments qui sont en très bon état, en bon état de conservation, et ces monuments sont en majorité des monuments publics. Nous consacrons donc ce cours aux matériaux et aux techniques de construction des monuments publics, c'est-à-dire, et nous nous focalisons sur la pierre. On a commencé par la recherche de la pierre, on a parlé des carrières, nous venons de montrer quelques carrières de Tunisie, les plus célèbres, donc la carrière de marbre de Chamtou, Sinitus, l'antique Sinitus, les carrières de l'Hawaria, les Latunis, les anciens qu'on appelle Latunis également, qui sont sur l'autre rive de la mer, donc par rapport à Carthage, hein, donc sur la rive nord, sur la côte nord du Gabon, juste en face de Carthage, il y a qu'on appelle actuellement les grottes de l'Hawaria. Et je vous ai montré également des photos des carrières d'Altibiros. Altibiros, une ville antique de la proconsulaire située sur le tracé de la voie Carthage-Téveste. Nous avons également parlé des carrières, la technique d'exploitation des carrières. Nous continuons donc dans ce même sujet. Donc l'exploitation des carrières à ciel ouvert se fait, ou se faisait, suivant deux méthodes qui se complètent. L'exploitation en gradin et la descente verticale. La première méthode consiste à l'extraction des pierres en suivant des niveaux répartis en forme de gradin. Je vous ai montré quelques, comme celui-là, donc quelques cas.
qu'on appelle l'exploitation gradin, elle permet de travailler dans un contexte moins risqué. Vous savez, le travail dans des carrières est un travail très dangereux et très risqué. Donc, le fait de travailler à ciel ouvert, ça minimise ou ça diminue donc les dangers. Mais aussi, elle facilite le travail en permettant d'attaquer une superficie plus grande et elle évite le recours aux procédés de surélévation qui ne peuvent pas être très utiles dans le contexte de la carrière. Donc, la seconde méthode est le fait d'attaquer donc la masse rocheuse en ligne verticale, donnant naissance à une falaise verticale, ce qu'on appelle le front de carrière. Celle-ci, par exemple, bien que ce n'est pas très développé, mais on remarque une opération, donc, une technique qu'on appelle donc la descente verticale. Donc le front de carrière. Lorsque l'exploitation, donc suivant les deux méthodes, arrive à son niveau le plus bas, donc à la suite de l'arrêt de la veine rocheuse, par un changement de la nature des roches ou par la présence d'une nappe phréatique, ou simplement dans les difficultés de remonter les matériaux. Donc lorsqu'elle arrive à son niveau le plus bas, le carrier est obligé ou bien de partir pour chercher une autre carrière, ou bien de passer à l'abattage en souterrain. L'abattage donc en souterrain. Il s'agit de la création de galeries. Je vous ai parlé de cette méthode, donc la création de galeries qu'on appelle fossae horizontales dans la masse rocheuse. Le progrès de l'extraction dans des galeries assez larges exige la présence des piliers obtenus par des masses rocheuses réservées au soutènement du plafond, qu'on appelle le ciel de carrière. Donc là, c'est le plafond de la galerie, de la fossae, appelé ciel de carrière. Ces piliers sont dits piliers tournés. Lorsqu'on observe des fissures dans le ciel de carrière qui peuvent constituer un danger d'effondrement, on doit construire d'autres piliers en moellons, dits piliers à bras. Donc, les piliers sont soit des piliers tournés, donc, qui sont laissés, donc des pierres laissées en place, masse de pierres laissées en place, soit des piliers construits qu'on appelle des piliers à bras. Donc, à l'intérieur de la galerie, donc, les conditions de travail, les outils et les techniques sont les mêmes que celui de l'extérieur. Donc, on procède de la même manière. À l'intérieur de la galerie, on procède de la même manière, même celle qu'on utilise
à l'extérieur. Donc, soit on procède à l'exploitation en gradin, soit par ce qu'on appelle la descente verticale. Et la première laisse si vous voulez, des négatifs sous forme de gradin. La seconde laisse ce qu'on appelle le front de carrière. Donc, l'opération suivante, donc après avoir taillé la pierre, l'opération qui suit celle-ci, donc celle de l'extraction, et l'opération de transport des pierres vers le chantier. On voit ici comment les ouvriers sont en train de déplacer ce bloc qui vient d'être taillé dans la carrière. Celle-ci, donc le transport, l'opération après avoir donc cherché la pierre, il faut donc la transporter au chantier de construction qui, d'habitude, n'est pas trop loin des carrières. Surtout dans les villes, chaque ville, ici en Afrique du Nord, disposait de ses propres carrières. Souvent, dans les environs des villes antiques, on trouve des vestiges de carrières, donc des vestiges d'extraction de pierres. Carthage, par exemple, on vient de le signaler, cherche ces pierres à quelques kilomètres, donc sur le côte nord du Gabon, j'ai dit tout à l'heure, dans les carrières d'El Hawaï. Les méthodes, et parfois même dans les falaises qui se trouvaient juste tout près. Les méthodes de transport de la pierre sont variées et dépendaient du volume de la pierre et la distance parcourue. Il faut donc signaler ici que les voies de l'époque étaient construites, aménagées, dallées et bien entretenues pour pouvoir, donc on parle des voies terrestres. Il y a aussi, pour le cas de Carthage, j'ai bien signalé qu'il y avait des voies maritimes. Donc, les voies, j'ai dit, dallées, bien entretenues pour pouvoir assurer l'opération de l'acheminement des pierres depuis les carrières jusqu'au chantier de construction. Donc, cela permettait la circulation des dispositifs de transport utilisés à l'époque par des chars, voitures à 2 roues, des chariots, voitures à 4 roues, voire même des traîneaux, voitures à patins qu'on traîne sur la neige ou sur la glace. Bien sûr, cela ne concerne pas l'Afrique du Nord. On trouve surtout dans les pays européens, donc un climat beaucoup différent de celui de notre région. C'est ainsi donc, qu'en 1928, le monolithe destiné à devenir l'obélisque de Mussolini fut transporté depuis Carrère jusqu'à Rome pour être placé devant le stade olympique. Ce monolithe de 32 mètres, donc ici Mussolini utilisait la même technique que celle de l'Antiquité, de 600 tonnes est traîné par 60 bœufs. Donc monolithe de marbre de 32 mètres de long et de 600 tonnes et donc a été traîné par 60 bœufs. Cet événement a permis de résoudre certaines questions restées jusque-là sans explication. Par ailleurs, d'après les documents archéologiques anciens, peinture, sculpture,
et certains indices vus sur terrain, à savoir des chevilles de part et d'autre des voies reliant les carrières au pied d'œuvre, on peut facilement restituer la méthode selon laquelle on a transporté les blocs assez lourds jusqu'au chantier. Donc là, la technique est simple. Donc, mettre des rouleaux en bois au-dessous des blocs, attacher le bloc, bien sûr, par des cordes, et bien sûr, le nombre suffisant d'ouvriers peut donc traîner ce bloc jusqu'à, pour notre cas, le faire sortir de la galerie. Ici, on a signalé, donc il y a quelques minutes. Tout d'abord, il faut le déplacer depuis le puits, la carrière en puits, jusqu'au niveau du sol. Puis, de là, pour ce cas-là, vers par voie maritime jusqu'à Carthage. Dans cette illustration, on voit donc, un bloc posé sur un chariot et avec des dispositifs que vous pouvez le voir, on est en train donc de le remonter en utilisant une voie terrestre bien aménagée et bien dallée. Il faut rappeler ici que la pierre est préparée dès le départ pour être transportée. Donc, s'il s'agissait donc d'un bloc colossal, on devait placer au-dessous de bois au fur et à mesure de dégagement de la face inférieure. C'est le cas ici. Donc, lors de l'extraction, quand on essaye d'arracher le bloc, on met au-dessous de la pierre, donc de ce bloc, des rouleaux en bois, et donc pour ne pas trouver des difficultés par la suite lors de déplacement. C'est ici pour il est bien clair, ici bien expliqué par cette planche. Donc, c'est la face inférieure qui est, voilà, à ce niveau-là qu'on devait mettre des rouleaux, j'ai dit, en bois pour pouvoir déplacer la pierre. S'il s'agit de blocs de dimension moyenne, on devait, par exemple, tailler des orifices, des mortaises, qui vont servir de fixer les moyens de préhension, exemple, des axes enfoncés à chaque extrémité pour les tambours. C'est le cas ici. Les tambours sont des éléments qu'on utilise pour préparer un fût de colonne.
ou des roues en bois entourant, donc des roues en bois. C'est le cas dans cette planche. Entourant des blocs quadrangulaires, ici. Les uns et les autres sont par la suite tractés par des ouvriers. Donc là, il faut indiquer ou il faut signaler que dans l'Antiquité, ceux qui travaillent dans les carrières sont bien sûr des ouvriers libres, mais dans certains cas, des esclaves en majorité des esclaves, surtout sous l'époque républicaine. C'est le cas que vous connaissez, je pense que vous connaissez, c'est le cas du gladiateur esclave Spartacus, très illustré dans plusieurs films intitulés Spartacus. Et soit, surtout à l'époque tardive, les chrétiens forcés à travailler dans les mines et les carrières. Même aussi à l'époque d'autres, bien sûr, les forçats donc, qui ne sont pas des chrétiens. Donc, ces blocs donc, sont tractés par les ouvriers ou par des animaux vers les lieux de l'utilisation. Nous terminons donc par cette séance par l'autre opération. Donc, on a parlé d'abord de l'opération de l'extraction, l'opération dans le carrière, l'opération de transport, et nous terminons cette séance par l'opération de la taille de la pierre. Donc, celle-ci, donc la taille, l'opération de la taille, se fait par quoi? En place, directement, c'est-à-dire dans les carrières. On produisait de la pierre taillée selon la commande prescrite ou bien dans le chantier de construction, le maçon ou l'entrepreneur modifie les blocs qu'il disposait selon ses propres besoins. On le fait actuellement encore dans certains chantiers ici, donc dans notre pays, ou ailleurs. Ou bien encore, et comme le laissent supposer certaines inscriptions, on instruisait des ateliers professionnels spécialisés dans la taille de la pierre. Ici, je vous lis une inscription qui provient des carrières de marbre de Champigny. C'est une inscription publiée dans le corpus d'inscription latine, corpus inscription latinorum volume 8, numéro 14575. L'inscription donc est suivante. Donc, j'ai dit, c'est une inscription taillée sur un bloc de marbre
des carrières donc de Sénétus. Le texte est le suivant. Donc, Impératrice, Antonini, Augusti, puis on a quelques lettres qui manquent, Domini, N, donc développer numéro, puis des lettres qui manquent, Officina, Certi, Sloga et Severo, Consolibus, Sub, Cura, Agatae, Liberti. Donc, le texte indique que nous sommes sous l'empereur Antonin Auguste, Antonin le Pieux, et que le bloc avait un numéro qui a disparu, l'inscription est incomplète, et que le bloc est sorti de l'Officina, c'est-à-dire l'atelier de Sertius, et que qu'a été donc préparé lors de consulat de Sloga et Severo, les deux étaient de consuls, et que l'opération a été faite sous le contrôle d'un affranchi impérial appelé Agatha. Donc, je répète, quand il s'agissait d'une pierre de qualité, ici je parle de marbre de Château, ces blocs sont obligatoirement signalés ou devaient porter un texte pareil qui indique le nom de l'empereur, les noms de consul de l'année, le nom de l'atelier, le chef de l'atelier, le nom de chef de l'atelier, c'est-à-dire la carrière, ou l'atelier dans lequel où on a taillé la pierre, le bloc, et celui qui a fait le contrôle de cette pierre. Je répète donc que ce dernier est un affranchi impérial. D'habitude, il a le titre de procurateur. Un procurateur de carrière de marbre. Ici, c'est le marbre de Château. Quoi qu'il en soit, il faut admettre que les blocs sont taillés de telle sorte qu'ils seront les plus proches possibles des formes définitives. Depuis leur extraction dans les carrières, c'est-à-dire depuis que les blocs peuvent recevoir des formes quadrangulaires, plus grands que donc des formes quadrangulaires plus grands que de blocs donc utilisés dans la construction. Mais facile à partager en des éléments donc moins grands, donc des éléments minimes. Pour cela, l'ouvrier devait, donc pour partager ces blocs, l'ouvrier devait donc procéder comme c'est le cas donc, dans les carrières. Devait donc dessiner à la craie les lignes d'arête sur le plan le mieux aplati. Puis, il creusait
des petites cavités à la broche et à la massette. Ensuite, il logeait des coins dans ces cavités et donnait enfin un coup de massette sur l'un de ces coins pour fondre le bloc. Donc, c'est presque la même manière que celle qu'on utilise pour arracher les blocs dans les carrières. On utilise également la scie, qu'on appelle donc serra en latin ou serrula. Donc, serra ou serrula. Surtout pour les gros blocs, ce qui évitait les risques d'une mauvaise découpe, surtout quand il s'agit d'un bloc précieux. Ici, surtout quand il s'agit de blocs de marbre. Donc, j'ai dit qu'on utilisait la scie, surtout pour les blocs de grande dimension, mais elle n'était pas assez précise, comme c'est le cas pour le travail exécuté au coin métallique. Donc, on utilisait la scie, mais celle-ci était moins précise que les coins métalliques. La scie est utilisée surtout pour les roches coûteuses et très chères, comme le marbre, lorsqu'il s'agissait de la préparation des plaques pour le revêtement. Donc, comme vous le remarquez, ici en bas, un ouvrier est en train de découper un bloc en utilisant ce type de scie et il prépare, il découpe une partie du bloc qui sera donc utilisée pour le plaquage, qui est peu épaisse. La lame utilisée pour les roches tendres est dentelée, alors que celle employée pour les roches dures est lisse. Donc, pour les roches dures, on utilisait des lames lisses, et pour les roches tendres, on utilisait donc des lames avec des dentures, comme celle-ci ou celle-là. La précision de l'œuvre est en rapport avec la régularité des mouvements des ouvriers chargés de l'exercice. Pour éviter la déviation de la scie et modérer l'échauffement et l'altération du fer, on était souvent obligé de verser de l'eau. La lame de la scie était maintenue en tension par le moyen d'un cadre en bois, comme celui-là, qui était suspendu à un portique quand la scie est assez importante. L'étape suivante, à la mise en forme ou le dégrossissage, et donc il consiste à la mise en forme ou ce qu'on appelle également le dégrossissage. Pour cela, le tailleur de pierre, ou également on appelle le tailleur de pierre, on appelle en latin le quadratari. Quadratari est un pluriel de quadratarius, ou les lapidari ou le lapidarius. Donc c'est l'ouvrier chargé de tailler la pierre. Donc ce dernier, pour l'opération de mise en forme finale, avait besoin de l'outillage suivant.
le marteau, qu'on appelle marteau taillant, donc c'est le numéro 1, celui-là. Marteau taillant. 2 smir, numéro 2. Polka, numéro 3. Massette, numéro 4. Poinçon, numéro 5. Gradine, numéro 7. Ciseaux, numéro 6. Gouge et équerre. Donc numéro 8, donc la pointe elle est différente par rapport aux autres. Donc, ici, vous remarquez, c'est pointu, là c'est plat, mais différent de celui-là qui était avec denture. Celle-ci, elle est un peu en creux. Et bien sûr, une équerre. Il commençait donc par appuyer la pierre sur une canne, pierre ou bois, pour qu'elle se présente suivant une inclinaison commode. Puis donc le cahier, plutôt l'ouvrier, le quadratarius, il commençait par déterminer la forme rectangulaire sur les périphéries de la pierre, et enfin, il aborde le reste à la smie ou au poinçon et l'affine avec des ciseaux de différentes formes. Voilà, donc c'est la fin, donc c'est la fin de cette séance. J'espère être été clair. J'attends vos remarques. Si vous avez des questions ou de demandes d'éclaircissement pour quelques aspects qui n'étaient pas clairs. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed. Tout est clair. Tout est clair. Vous n'avez pas de questions, hein? Parce que nous avons encore un peu de temps. On peut en profiter pour clarifier davantage, si vous voulez bien. Et peut-être que... Donc, j'ai terminé avec vous toute cette... donc, la cour d'aujourd'hui. Hein. Oui, c'est-à-dire vous allez reprendre lundi. Je ne sais pas à quelle date, mais pour aujourd'hui, c'est terminé. D'accord. Alessia. Alessia? Si, Habib. Ah, tu es là. Donc, le professeur Mohamed Guerrira termine son cours pour aujourd'hui. Ok. Et peut-être qu'il reviendra une autre fois, je ne sais pas quand, peut-être lundi ou après, c'est-à-dire au cours de la semaine prochaine, pour une deuxième partie de ce cours si intéressant. Et je remercie infiniment, c'est Mohamed, de tout cet exposé, de toutes ces connaissances-là très instructives. Merci, c'est la Bible. Je t'en prie, Mohamed. Bravo. Merci et à vous. disons à bientôt. Rim n'est pas à côté de toi, non? Non, je peux l'appeler, c'est la Bible. Rien que pour voir, c'est-à-dire la date de la reprise. Ah, ok. Habib. Exactement. Oui, oui.
Si Ma Alessia, il professore deve spiegare poi dalle 11:30 alle 13:30 o no? si, bon, pour lui, per lei, ha finito il corso. Ha E, finito? mm? Ma era fino alle 13:30. Parte. Donc, professore ha finito Sì, ma da calendario, Habib, il voilà. professore doveva Peut-être spiegare. Rim può explicare davantage. Oui, davantage. oui, c'est Oui, Rim. oui, c'est la Donc, si Mohamed termine maintenant, 11h30, Oui. n'est-ce pas? Avant une heure. Avant une heure, c'est-à-dire le prévu, parce qu'en principe, c'est dans combien d'heures. Donc, Alessia se demande s'il va revenir ou s'il va... Non, c'est bon, on a fini. Donc, on arrête le cours. C'est Alessia, c'est fini Sì, pour finito. aujourd'hui. Ok, Habib, Oui. puoi chiedere a Rim di mandarmi le slide per i ragazzi nella mia mail? D'accord. Grazie. Ok. Rim. Je vais donner, oui. Je vais les S'il te envoyer. plaît, pour... علي عملته توا Ok, tout de suite, Alessia. Je t'envoie tout de suite. Subito, Alessia, Rim va ti inviare il corso. Oui, merci Rim, merci. Merci. Rim, Oui. dis-moi, si Mohamed va revenir ou non? Dans une autre séance, pas aujourd'hui. Non, dans une autre séance, oui, mais dans d'autres groupes. C'est le groupe 3, dans d'autres groupes, d'accord. C'est bien compris, donc. Pour lui, c'est la première partie et c'est tout. Très bien. Merci Habib. beaucoup. Donc, il faut dire à Alessia, le professeur Mohamed Grira nous retournera per la seconda parte del corso. Donc, e la fine. Ok, quindi abbiamo terminato. Sì, terminato totalmente. Ok, allora ci vediamo lunedì. Lunedì con un altro corso. Con un altro professore. Professore. D'accordo? D'accordo. Donc, buona giornata. Buona giornata a tutti voi, au revoir. Ciao. A lunedì. Buon lunedì. Ciao. Ciao هلا. قلت ريم. ciao بسلامة سي الحبيب. بسلامة سي الحبيب. نهارك طيب. Bon week-end. C'est ça. وعندنا les étudiants الآخرين les étudiants الآخرين غادة خميسي وفاء ركيبي 4 Au revoir, Rim. Au revoir. Je vais vous envoyer tout de suite. Oui. Madame Rim, bonjour. Bonjour. الكور كنت نجم تبعثها نوي اسمعني فما غادة وفما وفاء وشكون فما آخر؟ أنا مدام موجودة. شكونك أنت؟ نويل فردي. شوف يا أمل لا. أنت شكونك؟ شايمة. نويل فردي. وشكون آخر؟ وفاء تقوى غادة مروة نوال شايمة. وفاء تقوى غادة نوال d'accord ونوال ok. شايمة. Ok c'est bon. هاني باش نبعث لكم tout de suite. Merci madame. مروة زيدة مدام. مروة. Ok.